Merci beaucoup, Marceline. Bonjour à toutes et à tous. En préambule, je me permets un petit mot personnel, parce qu'effectivement, je suis très heureuse d'être ici, avec vous tous, de voir des têtes anciennes et également de nouveaux visages. Je suis une chercheuse de la décentralisation, puisque j'ai commencé ma carrière en 2003 au service départemental de Maine-et-Loire. Je suis une conservatrice territoriale. J'ai été formée au service régional de l'inventaire des Pays de la Loire et je salue Francis Muel, qui était mon directeur de stage à l'époque, et je pense aussi à Christian Davy qui m'a formée. Et voilà, je suis vraiment aujourd'hui émue aussi de retrouver cette famille de l'inventaire qui m'a tant appris, puisque on ne n'est pas chercheuse, on le devient. Et ça se construit encore aujourd'hui. C'est un métier formidable, voilà, qui effectivement chaque jour se nourrit de lui-même et donne de belles perspectives de recherche toujours et encore. Et on a voulu commencer cette journée par ce thème, un premier temps d'échange consacré à la recherche, à l'inventaire, et plus particulièrement à la place de l'inventaire dans les réseaux de la recherche. On le sait, la recherche constitue le fondement de l'inventaire. On a tous en tête le contexte de recherche scientifique pure qui préside à notre mission, étudier, recenser, étudier et faire connaître le patrimoine de la France. Et depuis 60 ans, on connaît également le produit de cette recherche à l'inventaire, à travers notamment les bases de données et les publications. La recherche, elle est produite, elle est conduite par des chercheurs et des chercheuses, par des équipes qui associent des photographes, des gestionnaires de bases de données, des documentalistes, des dessinateurs cartographes, dans le cadre d'une mission de service public et au sein de collectivités depuis la décentralisation. C'est ça, la recherche à l'inventaire, un travail d'équipe. L'inventaire, avec ses services en région et le contrôle scientifique et technique de l'État, fait lui-même réseau. Et en étant à la croisée des disciplines, que ce soit histoire de l'art, sciences et techniques, géographie, urbanisme, aménagement du territoire, ethnologie, on voit avec cette liste quasiment à l'après-vert que la notion de patrimoine s'étant élargie, évidemment, on touche à des champs d'études très variés. Et donc, en étant à la croisée de ces disciplines, en collaborant avec les autres métiers du patrimoine, les archives, les monuments historiques, les musées, l'archéologie, eh bien, l'inventaire, naturellement, initie des recherches pluridisciplinaires. C'est dans ce contexte et à ces différentes échelles, qu'elles soient locales, nationales, voire internationales, que l'on peut questionner la place de l'inventaire dans les réseaux de la recherche. Ces réseaux de la recherche, comment peut-on les définir ? C'est pas évident, ce sont des écosystèmes plutôt nébuleux, protéiformes, complexes. On pense immédiatement à la recherche dite académique, universitaire, mais il ne faut pas oublier également le travail des associations, notamment des sociétés savantes. Et à l'heure où les droits culturels sont revendiqués, il faut aussi s'interroger sur les sciences et les recherches participatives. Ces questionnements sur nos pratiques, on l'a vu avec Marceline, ne sont pas nouveaux et on peut s'appuyer sur des réflexions menées depuis plusieurs années. Je pense tout simplement au bilan annuel des services, mais aussi au bilan, là aussi Marceline en a parlé, dressé à la suite de la décentralisation. Par exemple, on peut retrouver des éléments très intéressants dans la revue des politiques culturelles, l'Observatoire, qui a été publiée en 2014-2015.
ou encore, je pense aussi à la revue du ministère de la Culture, Culture et Recherche, qui a été publiée en 2016 et qui était consacrée au patrimoine et aux enjeux contemporains de la recherche. Plusieurs contributeurs sont d'ailleurs dans la salle et ça sera intéressant de les entendre pour avoir une vision d'ensemble de ces problématiques aujourd'hui en 2024. 60 ans après la création de l'inventaire, 20 ans après la décentralisation, j'ajoute également dans cette chronologie, Alain en a parlé, la fusion des régions, qui est une autre mutation d'importance pour l'inventaire. Quelle est la visibilité de l'inventaire, de ses chercheurs, de ses travaux? Est-ce que la démarche de l'inventaire est bien identifiée, est bien comprise, particulièrement par les communautés scientifiques? Eh bien, c'est sur cette question que je vous propose de débattre. Et puis, pour eh bien, lancer le débat, guider nos échanges, je vous soumets quelques axes de réflexion. Alors, je vous les liste pour donner un peu un cadre à nos échanges à venir. Je reviens sur cette notion de visibilité. Au-delà de la place de l'inventaire dans les réseaux de la recherche, quelle est la visibilité de la recherche et des chercheurs inventaires et localement au sein des collectivités, dans les territoires? Deuxième point, quels sont les dispositifs et les outils pour intégrer les réseaux de recherche? Et puis troisième point, quelle est la place spécifique de la mission inventaire du ministère au sein de ces réseaux? Donc, je vais vous passer la parole, chers collègues. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de commencer. Il y a toute une ribambelle de micros qui peuvent circuler dans la salle. Vous pouvez intervenir en vous présentant rapidement. Et voilà, donc je vous propose de parler d'abord de cette visibilité. Quel est votre point de vue? Est-ce que c'est difficile d'être identifié comme un service de recherche, comme un chercheur au sein d'une collectivité, dans les territoires? Voilà, faites-nous part de votre expérience. Toujours un peu difficile de se lancer, mais oui, si, bravo. Une courageuse là. Merci. Au deuxième rang. Bonjour, Florence Cornillot, chercheuse en Centre Val-de-Loire. Alors sur la visibilité, alors je vais passer peut-être au sein de la communauté scientifique plus large que sont les associations, les sociétés savantes, les collègues des milieux académiques. Je me rappelle avoir eu une discussion, alors Isabelle complétera parce que ma mémoire va peut-être me faire défaut, mais aujourd'hui sur la plateforme HAL, on a tout le corpus des documents et méthodes, d'un certain nombre de documents qui sont accessibles et qui sont utiles à la recherche. Et je me dis que tous, dans nos fonctions, nous sommes amenés aussi à participer à une assemblée générale d'une société savante et à faire une présentation d'un travail en cours ou récemment terminé, de la même manière dans des colloques, académiques ou non. Et peut-être qu'on gagnerait à avoir la possibilité d'avoir une existence comme services au pluriel régionaux, enfin voilà, services régionaux de l'inventaire sur des plateformes comme ça, et où chacun d'entre nous, individuellement, mais ça n'embarquerait pas que nous d'ailleurs, ça embarquerait aussi les collègues qui font des communications, les collègues chargés de valorisation qui font des communications sur les outils de valorisation de l'inventaire, nos collègues photographes qui peuvent être amenés à avoir des réflexions sur la photographie de patrimoine. Et je pense que ça gagnerait, ça nous permettrait, enfin voilà, je sais pas, voilà, c'était la première question. C'était la première. J'ai pas réfléchi sur le fond, mais je pense qu'on aurait tous intérêt à réussir à avoir cette visibilité-là. C'est vrai que on va en parler par rapport aux outils, mais ces réseaux de diffusion
d'ailleurs dont la mission quand même se fait le relais, et on reçoit grâce à la mission aussi beaucoup de mails reroutés qui nous permettent d'identifier comme ça ces différents réseaux d'échange. Et je pense effectivement à l'intérêt de vraiment intégrer cet outil de HAL ou d'autres plateformes comme Academia, pour donner plus de visibilité à nos travaux, à nos profils de chercheurs aussi, parce qu'en fait, sur HAL, on peut aussi mettre des CV pour que quand même le profil du chercheur soit aussi plus facilement identifié par la communauté scientifique. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose à creuser, effectivement, me semble-t-il. Et peut-être... je continue sur les outils, mais c'est encore aussi sur la visibilité. On a peut-être, on a dit, je pense, à certains moments, on a pu faire une critique à l'inventaire. C'est vrai qu'on a nos outils, notre méthodologie, nos bases de données, nos publications. Est-ce que ce n'est pas aussi un risque de s'enfermer, d'être dans un entre-soi et de ne pas utiliser assez les autres moyens et réseaux mis à disposition par notamment les collègues universitaires. Voilà. Et comment faire le lien justement entre vraiment nos outils et les outils des autres chercheurs. Je peux peut-être rajouter une petite chose, Claire, si tu me permets, à propos justement de HAL, parce que j'ai déposé pas mal de choses, effectivement. J'y avais pensé à ouvrir un espace au nom de... Isabelle Duhaut, mission de l'inventaire, pardon, excusez-moi. J'ai un peu l'impression que tout le monde me connaît, mais non, c'est... Pardon. On avait essayé de le faire, d'ouvrir un espace au nom de l'inventaire pour que tous les gens de l'inventaire puissent y déposer leurs travaux. Et en fait, à l'époque où j'avais essayé de faire ça, ce n'était pas possible puisqu'il fallait être un labo de recherche universitaire pour avoir le droit d'avoir un espace nominatif. Ça a peut-être évolué depuis, je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas fait la recherche. Et du coup, on s'était interrogé avec nos collègues des monuments historiques à l'option de passer à l'étage supérieur et d'avoir un espace pour la Direction générale des patrimoines, en tout cas pour le service du patrimoine, parce que même nous, à l'inventaire, on n'était pas sûr d'alimenter avec suffisamment de régularité cet espace. Voilà, donc c'est un sujet à creuser, mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement enterré et qui, effectivement, aurait tout à fait son sens pour la pérennité des travaux des chercheurs. Bon, c'est bon? Oui. Nicolas Pierrot, chercheur en région Île-de-France. Je discutais avec Jean-Baptiste Minert qui nous conseillait vivement tous de solliciter une adhésion comme chercheur associé au centre André Chastel, ce qui résoudrait le problème puisque le centre André Chastel... Ce serait le centre André Chastel qui afficherait tous les travaux. Voilà. L'idée, c'était d'avoir un affichage, inventaire général, enfin, où voilà... faudrait que un portail. Alors, je ne sais pas quel est l'obstacle juridique à la reconnaissance de l'inventaire général comme labo de recherche. Alors ça, c'est encore une autre question. Pourquoi pas, en fait, voilà. Je me permets d'avoir la parole pour poser une question qui me taraude depuis longtemps. Les chercheurs de l'inventaire, me semble-t-il, ne bénéficient pas de la liberté académique si chère aux universitaires. Et parfois, pour les prises de parole et les jugements sur le patrimoine qui peuvent gêner quelques aménageurs ou autres, ça peut poser éventuellement problème. Donc, un ami universitaire me dit « Êtes-vous vraiment chercheur si vous ne bénéficiez pas de la liberté académique ?» Une question que j'aurais souhaité poser. Alors là... c'est-à-dire, ça dépend aussi dans quelles circonstances. Dans quelles circonstances? Vous êtes chercheur en Île-de-France? Pardon, voilà. Dans quelles circonstances revendiquez-vous ou posez-vous la question de savoir est-ce que j'ai la liberté académique ou est-ce que je ne l'ai pas? Dans quelles circonstances de votre travail quotidien, de vos missions au jour le jour,
Cas très classique de publication d'articles qui portent des jugements sur des bâtiments qui risquent d'être détruits, par exemple. Et vous pensez que ça peut poser problème? À partir du moment où la signature est celle de la région, oui, puisqu'on signe en tant qu'agent de la région. Alors, je pense que justement, c'est pas du tout, comment dirais-je, contradictoire ou que ça, à mon sens. Après, bon, je crois qu'on va peut-être s'écharper là-dessus, hein. Possible. Il me semble que la région est consciente d'avoir une capacité d'expertise. Cette capacité d'expertise, elle s'exerce. Si on a une capacité d'expertise et qu'on ne l'exerce pas, ça ne sert à rien de l'avoir. Je pense que en diligentant des enquêtes sur des territoires, par exemple, la région veut exercer sa capacité d'expertise. Et la capacité d'expertise ne peut pas être amputée de cette liberté de dire ce qui est, c'est-à-dire de dire la réalité. Donc, moi, à mon sens, ce n'est pas un problème. Je pensais que vous étiez plus ennuyé pour des questions plus juridiques disons, de terrain, de contact avec les personnes ou d'avis en CRPA. Mais moi, je pense que la liberté académique, comme vous dites, c'est la liberté du chercheur et qu'elle elle s'exprime de la même manière aujourd'hui qu'avant la décentralisation. Cela dit, si j'étais méchante, je pourrais vous raconter des... Alors à l'époque, ce n'était pas des CRPA, ce n'était même pas des CRPS, c'était peut-être même des COREFAE, où on était tous agents de l'État et où on devait dire la même chose comme un seul homme parce que c'était que le ministre voulait qu'on dise. Donc, il faut relativiser aussi de ce côté-là. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais la liberté académique, on croit que... Voilà, tout à fait. Et les universitaires l'exercent tout à fait, sauf quand ils décident de ne pas l'exercer aussi. Oui. Oui. Excusez-moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Moi, il me semble que les libertés académiques, Christian Autin, Direction générale des patrimoines, les libertés académiques, en fait, elles sont définies précisément dans le Code de l'éducation, comme s'appliquant exclusivement, effectivement, aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs du supérieur, sous la forme de liberté d'expression, de liberté de recherche et de liberté d'enseignement. Donc effectivement, statutairement, elle ne s'applique pas au personnel scientifique du ministère de la Culture ou des collectivités. C'est différent du fait d'exprimer son expertise ou de dire en fonction de ce qu'on a trouvé en tant que scientifique dans une commission ou autre. C'est vraiment quelque chose qui est attaché à la personne de l'universitaire et au statut universitaire. Alors ça fait beaucoup débat aussi au sein de l'université. Il y a un constitutionnaliste qui s'appelle Olivier Beau, qui est le frère du sociologue Stéphane Beau, qui a écrit de nombreux ouvrages et articles sur cette question pour dénoncer justement la dérive et l'abandon et la mise en danger progressive des libertés académiques. Mais voilà, c'est quand même une notion assez précisément définie en droit. Oui, bonjour, Tom Leroux, je suis chercheur associé au service régional de patrimoine de l'inventaire de Nouvelle-Aquitaine. Moi, je travaille sur la ville de Libourne. Alors, peut-être pour répondre dans l'ordre, j'espère, aux questions que Madame Claire Stemmer a posées. Et c'est vrai que moi, comme je suis chercheur associé, c'est un conventionnement entre une collectivité, en l'occurrence la ville de Libourne, sur laquelle je travaille, et la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur la question, est-ce que le service de l'inventaire est réellement bien identifié? C'est parfois pas toujours évident, surtout quand on débute une opération. En l'occurrence, là, c'est pas la première. Donc, effectivement, ça passe souvent avant même les réseaux, peut-être, qui sont les associations, toutes les personnes ressources. C'est déjà d'être identifié localement au sein de la collectivité sur les différents services. Et ça, c'est pas toujours évident. Mais une fois que ce travail est fait, ça facilite davantage le travail de connaissance qui vient et ce qu'on doit réaliser. Donc, ça, c'est un
travail primordial. Il y a eu souvent, on regarde souvent du côté de la Bretagne, en tout cas quand on est en région Nouvelle-Aquitaine ou du centre Val-de-Loire, il y a de très bons exemples, mais il y avait également aussi la dernière fois, dans le cadre d'une journée d'études à l'université, l'exemple de Cahors qui avait été cité, qui a un service du patrimoine dans le cadre aussi de son PSMV. Donc c'est toujours peut-être plus facile d'intégrer une mission d'inventaire quand il y a un service du patrimoine qui est bien installé. Mais ça, c'était pour répondre à la première question. Donc, pas toujours évident quand on se présente de l'inventaire général du patrimoine culturel. Bien que les gens hochent la tête, souvent on se rend compte qu'après, c'est un peu plus difficile d'identifier cette mission-là. En revanche, pour les liens avec le réseau de la recherche, je pense que notamment en région Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même beaucoup d'exemples sur des traits d'union qui sont tracés avec l'université et les journées d'études. Il y en a eu une encore sur un programme collectif de recherche sur le pan de bois, mais il y a d'autres exemples, je pense, dans la région, dans toutes les régions de France. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de pouvoir, moi je le vois sur la ville de Libourne quand je suis associé à des notes de synthèse à destination des élus sur des questions de connaissances, mais aussi pour savoir si on protège ou on démolit ou pas un bâtiment. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est l'élu qui tranche en règle générale. Mais il y a quand même, je pense, des positions qui sont prises. Et je citerai là pour le coup, sur la région Nouvelle-Aquitaine, il y avait un très bon billet qui avait été réalisé par Xavier Pagazzani sur justement un bâtiment du XVIIIe siècle à Bergerac qui a été démoli, donc où il citait justement Victor Hugo et Guerre aux démolisseurs. Donc il faut le reconnaître. Voilà, je vous remercie. Peut-être que je pourrais essayer de relancer les choses en évoquant la manière de se présenter aussi sur le terrain. Alors ça, c'est évidemment, ça va être quelque chose qui va... Je parle de la visibilité au sein des collectivités quand on arrive sur un territoire et que, voilà, ou alors à l'intérieur de son institution. Ou quand on échange avec des partenaires qui sont, par exemple, dans des services départementaux ou dans des services d'interco. Donc ça va dépendre aussi de la manière de se présenter, ça va dépendre aussi de la manière dont on est positionné au sein de l'organigramme de la région. J'ai l'impression, mais ça c'est peut-être aussi à démontrer, où il y aura peut-être des témoignages qui vont aller à l'encontre, mais j'ai l'impression que c'est plus facile, et parce qu'on est plus facilement identifiable et plus facilement pris en considération quand l'inventaire est aussi le service qui gère les subventions et les moyens des politiques régionales du patrimoine au sens large. Alors là, je vois tout à coup des gens qui hilarent, tout à fait. Voilà. Je me demande si... parce que moi, c'est l'impression que j'ai. Certains chercheurs de mon service sont là, peut-être qu'ils vont pouvoir en témoigner. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir si c'est le cas dans les autres régions où, effectivement, on est dans la même configuration administrative. C'était plutôt une intervention, mais je suis un peu à contre-temps, donc je vais être très rapide. C'était sur Halle. Moi, je pense vraiment qu'il y a tout intérêt à ce que le ministère puisse pousser. Pardon, Vianney Muller, de région Grand Est, adjoint du service inventaire et patrimoine, qui regroupe, comme en région Sud, subventions et le service d'inventaire. C'est quand même vraiment aujourd'hui devenu un outil qui est complètement le point d'entrée des universitaires. Donc c'est vrai qu'on publie nous beaucoup en lien avec les territoires, donc on publie beaucoup aussi dans de la littérature un peu grise, pas très visible, pas toujours regarder des universitaires. Être présent là, c'est le moyen d'être présent réellement visiblement sur Halle, hein, sur la plateforme qui a été évoquée tout à l'heure. On peut tous le faire individuellement, mais par contre on perd du coup la visibilité, la force inventaire. Tout le monde peut demain s'ouvrir un compte, peut publier ses articles, sa bibliographie, mais on perd ce qui fait la force de l'inventaire. Et alors peut-être un enjeu, mais qui serait vraiment à creuser, et là je pense que l'appui de la mission serait indispensable, hein, c'est qu'on voit que d'autres organismes, institutions ont réussi à avoir à la fois un portail qui permet d'avoir la mission nationale et puis d'avoir un certain nombre de sous-entités, parce que bien sûr aussi que pour nos élus se pose la question de où va la visibilité. Je ne suis pas certain que les élus du Grand Est aient envie que ce soit le centre André Chastel qui, quelque part, crédite la totalité des publications réalisées par les chercheurs. Enfin, donc c'est des questions aussi qu'il faut avoir en tête et que l'on peut porter, mais il y a un vrai enjeu de visibilité
auprès de la communauté scientifique. Donc c'est qu'un aspect du sujet, mais auprès des collègues universitaires, il y a vraiment un enjeu, parmi plein d'autres, la présence dans les enseignements, etc. Enfin, il y a plein de relais par ailleurs. Merci. Bonjour à tous, Émilie Chaudeville, chercheuse en Nouvelle-Aquitaine. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de Halle, parce qu'il me semble, en fait, moi je viens plutôt du monde académique, donc je découvre d'une certaine manière l'inventaire, même si j'appartiens désormais à cette famille. Ce qui m'a frappé, en fait, c'est la différence d'outils de médiation entre deux types de chercheurs académiques qui publient plutôt sous forme d'articles dans des revues donc académiques avec un certain nombre de comités de lecture plus ou moins sélectifs, et l'outil premier du chercheur inventaire qui est Gertrude, et cette différence assez énorme en fait entre ces deux choses. Et il me semble qu'aujourd'hui, avec tous les enjeux liés justement à la science ouverte, donc aux plateformes aux pépinières de revues scientifiques, etc., en livre, qui permettent aux chercheurs de publier toujours dans un cadre académique, puisque ces pépinières de revues sont en libre accès, sont ouvertes, sont gratuites, mais peuvent ensuite déboucher sous des publications papier, mais ont néanmoins, malgré cette gratuité et cette espèce de virtualité, des comités scientifiques. Il me semble que ça pourrait être un outil assez commode pour les services d'inventaire que de créer des revues justement en libre accès pour publier sous un format qui n'est pas non plus si différent de ça du dossier Gertrude, parce qu'un dossier étudié Gertrude, ça peut être un début, voire un bel article scientifique, mais il me semble que le problème notamment du manque d'identification, d'immatriculation par exemple avec un ISBN, etc., des dossiers Gertrude pourrait être résolu un petit peu via cela, et ça pourrait aussi faire des liens tout simplement, des hyperliens vers les bases de données POP, Gertrude, et les différents portails des régions. Donc je trouve que c'est un outil qui parfois est un peu méconnu, alors que ça pourrait être assez efficient dans certains cas. Voilà. Oui, Claude Laroche, chercheur retraité de l'inventaire général. J'avais deux mots peut-être à dire sur peut-être en inversant les termes de la première question. C'est plutôt interroger donc la place et la visibilité de l'inventaire dans les champs de la recherche actuellement en France. Et en parlant un petit peu du domaine de l'histoire de l'architecture, qui est celui que je connais. Donc l'inventaire, il faut savoir, bénéficie d'une espèce d'aura, toujours, effectivement, qui est liée à son grand renouvellement de la recherche qu'elle a fait par le terrain. Et donc, effectivement, il y a un apport de l'inventaire considérable dans ce domaine de l'histoire de l'architecture, parce qu'on a effectivement apporté de nouveaux corpus et qui ont changé beaucoup les choses. Et cette aura, donc, existe toujours. Et je pense qu'il faut la faire vivre, il me semble-t-il. Et donc, l'histoire de l'architecture, actuellement, c'est l'université, qui peut-être un petit peu a baissé un petit peu la garde sur ce domaine de l'histoire de l'architecture. C'est les écoles d'architecture, où il y a un gros réseau de recherche, et donc l'inventaire. Et je crois qu'il faut investir justement des associations au niveau national. Je pense notamment à l'association, à l'AHA, Association d'histoire de l'architecture, qui est quelque chose qui existe, qu'il faut effectivement investir. Je sais que quand je présidais l'association des personnels de la pige de l'inventaire général, j'étais invité à chaque AG à dire 2-3 mots de ce que l'on faisait, de ce que l'on apportait, et ça paraissait très important. Et donc pour conclure, je dirais que s'il y a des chefs de service dans la salle, il faut encourager beaucoup les agents à investir ces associations, à participer à tous les colloques qui concernent notre domaine, où on peut apporter des choses, être visible là encore. Et c'est toujours aussi, même pour le chercheur lui-même, un bain très rafraîchissant de se confronter à ce genre de manifestations. Merci. Oui, Anaïs Comet, région Occitanie, c'est de Toulouse. Je voulais rebondir sur l'intervention précédente pour dire qu'en Occitanie, on a une revue numérique, pour le coup, Patrimoine du Sud, qui fonctionne plutôt bien
et qui nous permet de valoriser nos résultats en étant visibles. Et j'avais surtout une question aux régions qui ont un carnet de recherche sur la plateforme Hypothèse. Je voulais savoir si ça vous apportait de la visibilité ou pas, parce que c'est une question qu'on a soulevée en Occitanie il y a quelques mois et qui a été retoquée au prétexte que nous avons un nouveau portail magnifique sur lequel nous pouvions ouvrir un onglet carnet de recherche. C'est ce qu'on a du coup fait, mais je ne perds pas espoir de faire changer les lignes, parce qu'il me semble que forcément c'est pas la même visibilité académique de l'avoir chez nous que de l'avoir sur Hypothèse. Donc vraiment, s'il y a des représentants des régions qui ont cet outil-là, j'aimerais bien vos retours d'expérience là-dessus. Oui, Catherine Guégan, chercheure sur le site de Lyon de la région Auvergne-Rhône-Alpes et administratrice du carnet de recherche sur hypothèse.org. En termes de visibilité, puisque tous les ans pour le rapport annuel, je fais les statistiques de fréquentation du carnet de recherche, je dois dire que les résultats sont assez inégaux. On a environ 1 millier de consultants uniques par mois. Il faut savoir cependant qu'il y a énormément de robots qui viennent collecter sur les sites. Donc le temps de lecture majoritaire, c'est autour de 1 à 5 secondes, ce qui est assez peu satisfaisant. Et on peut considérer qu'il y a entre 50 et 100 visiteurs mensuels qui passent un petit peu de temps sur les... On ne sait pas quelle page ni quels articles. Donc c'est assez peu. Néanmoins, on a quand même assez fréquemment des commentaires ou des demandes d'utilisateurs sur un article particulier, un objet d'étude particulier. Donc il y a des retours, il y a de la visibilité, mais on ne peut pas dire qu'on ait un lectorat extrêmement large et extrêmement riche. Oui, bonjour, Delphine Renaud, responsable du service de l'inventaire région Auvergne-Rhône-Alpes. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Marceline tout à l'heure vis-à-vis des subventions et puis le côté recherche, puisque je voulais témoigner par rapport à mon service, puisque au moment de la fusion des régions entre Auvergne et Rhône-Alpes, ce service est devenu un très très grand service qui a non seulement fusionné les deux services de l'inventaire, site de Lyon et site de Clermont, mais également on a eu un nouveau service pour l'instruction des demandes de subventions de ces deux sites. J'avais l'espoir d'avoir, lors de cette fusion, une meilleure visibilité de l'inventaire grâce à ces subventions. Je me suis accrochée à ça pendant 5 ans, voire 6 ans. Et j'ai fait un peu le service après-vente de l'inventaire auprès de mes collègues pour valoriser les recherches, notamment via les associations comme la Fondation du patrimoine, mais également nos collègues au niveau des monuments historiques. Et finalement, il s'est avéré que c'était un peu peine perdue, puisqu'on me posait encore la question au bout de 6 ans, mais est-ce que vous cherchez quoi ? Est-ce que vous trouvez? Donc finalement, mon service a vu l'arrivée d'un autre responsable de service pour s'occuper uniquement des demandes de subventions, et on est à nouveau redevenu un service à part entière pour le service de l'inventaire, et on commence à avoir une meilleure visibilité vis-à-vis de nos collègues grâce aux publications. Donc ça, je tenais à le dire parce que on a une culture de la publication et j'y tiens énormément, publication papier, mais qui est aussi très importante. Et on commence enfin à dire « Ah, mais vous avez trouvé, c'est bien ». Donc ça, j'en suis très fière et je félicite également mes chercheurs. Et je compte bien continuer à valoriser les recherches via les publications. C'était un petit clin d'œil. Si je peux juste intervenir aussi sur cette question des subventions, ou en tout cas cette question du financement.
et du financement de la recherche, parce que, évidemment, on en parlera peut-être, j'espère qu'on aura le temps de voir différentes façons de pouvoir articuler la recherche à l'inventaire et la recherche à l'université, mais en fait, derrière, c'est le financement de la recherche. Le financement de la recherche, d'ailleurs, qui a évolué aussi à l'université, mais aussi en région. Et par exemple, en région Nouvelle-Aquitaine, le service de l'inventaire est dans une direction culture et patrimoine. Et il y a une autre direction qui est la direction de la recherche. Et en fait, c'est totalement cloisonné. Ce qui fait que la région finance est tête de réseau pour financer de la recherche et des labos universitaires, mais en ne sachant pas qu'en interne à la région, il y a un service de recherche et qui, du coup, nous met carrément sur la touche, puisqu'on n'est pas du tout associé à la mise en place des programmes de recherche, que du coup, on est obligé, après coup, d'essayer d'y rentrer, donc pas par la porte, mais par la fenêtre ou par la cheminée, en se raccrochant à des branches. Et en plus, parce que la région nous dit, oui, vous faites de la recherche, mais là, on donne de l'argent pour financer la recherche à des labos qui en ont besoin. On ne va pas vous financer, vous. Et en fait, c'est un peu perverti, parce que du coup, nos collègues aussi de l'université peuvent nous voir un peu comme des concurrents qui leur piqueraient de potentiels budgets pour la recherche. Et voilà, je trouve que c'est finalement un fonctionnement un peu pernicieux. Et voilà, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr qu'il y a de la collaboration scientifique, qu'on travaille avec des universitaires, qu'on peut être associé à des comités scientifiques, intégrer des PCR, etc. Mais bon, derrière, voilà, on veut quand même aussi financer des doctorants, on veut financer des thèses. Et du coup, alors peut-être, je ne sais pas, en région Bretagne, Elisabeth, qui est dissipée au fond, quand on parle réseau... Quand on parle réseau participatif, recherche, université, on pense à la Bretagne. Il y a une vraie politique aussi donc de financement. Peut-être, tu peux peut-être nous en dire un mot, Elisabeth. 4 minutes. Bonjour à tous, et effectivement, on se réservait pour intervenir plus tard, mais merci Claire de cette perche tendue. Alors, je ne sais pas trop par quoi vous commencez, mais je vais essayer de rebondir sur tes dernières questions. Alors, effectivement, nous, on travaille pas mal avec l'université. On essaie de se caler en regard d'opportunités. Je dirais, il n'y a pas forcément d'axe majeur identifié, mais de répondre à des opportunités qui sont portées soit par l'université, soit que nous, on porte. On accueille par exemple un contrat CIFRE actuellement, la personne de Mathilde qui est à côté de nous, qui travaille sur du balnéaire populaire et social. Voilà. On peut mettre en place des programmes. Alors, on intervient dans quasiment toutes les universités bretonnes, dans tous les masters patrimoine. Donc, on fait des interventions, on met en place des exercices tutorés avec les masters, ce qui permet de former pas mal de jeunes. On accueille aussi beaucoup de jeunes étudiants Master 2 au sein du service. Quand je dis beaucoup, c'est cette année, je pense qu'on a dû avoir 12, je crois, stagiaires de master au sein du service sur des stages longs. Et puis, on va mettre en place aussi des programmes, des fois qui ne coûtent rien. Par exemple, là, on vient de signer une convention avec l'université, une convention tripartite avec l'université et Vieille Maison Française pour faire l'inventaire des demeures de parlementaires d'Ancien Régime en Bretagne. Donc, c'est en gros un corpus d'un peu plus de 130 châteaux à peu près. Et c'est un programme qui va se dérouler sur à minima 4 ou 5 ans avec des questions périphériques qui vont se poser. Je me tourne du coup vers Frédéric parce qu'on a quelques parlementaires bretons qui étaient en Loire-Atlantique et tant qu'on n'a pas intégré la Loire-Atlantique, eh bien, on est obligé de collaborer avec les voisins du Sud. Voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'on arrive à mettre en place pas mal de collaborations avec l'université, qu'on encourage les chargés d'études de l'équipe, parce que un point auquel je tiens, c'est nous on parle de chargés d'études et pas de chercheurs. Vraiment, ils sont
en charge de porter des études d'inventaire du patrimoine. On les encourage à aller le plus possible à des colloques, à participer à des colloques, à participer à faire des publications scientifiques aussi complémentaires, en plus de nos propres publications, mais que l'enjeu principal, il est bien celui d'une appropriation la plus large possible de la donnée, et ça répond plus à ta première question, la visibilité au sein des collectivités dans les territoires, c'est-à-dire qu'on est, je pense, présent dans quasiment tous les comités de suivi et de comités de pilotage des pays d'art et d'histoire, pas encore des villes d'art et d'histoire, mais en tout cas des pays d'art et d'histoire. Il y en a 9 en Bretagne, je crois, les PNR, et voilà, et que les partenariats qu'on a sur le territoire et le fait d'encourager les collectivités, notamment les EPCI, à porter les PNR, justement les pays d'art et d'histoire, à être eux-mêmes porteurs de leurs opérations d'inventaire, permet aussi cette proximité, cette intégration la plus forte possible. Après, je te rejoins sur le silotage des différentes directions au sein d'une collectivité. Donc effectivement, de temps en temps, il faut rentrer par la fenêtre sur certains programmes, mais je pense qu'on n'est pas mauvais sur cette stratégie de rentrer par la fenêtre, hein, qui permet aussi d'intégrer de temps en temps d'autres programmes, comme par exemple on est actuellement en train, Alain et Julien pourraient en parler. Elisabeth, excuse-moi, je vais être obligée de te couper parce qu'on commence à déborder de l'heure qui était impartie. Oh, c'est dommage. Hein. Tant pis, ça sera pour plus tard. J'ai le mauvais rôle là, je suis désolée. Et d'autant plus qu'on n'a pas du tout abordé le troisième point qui avait été proposé par Claire sur la place spécifique de la mission. Je pense que de toute façon, ça va être abordé aussi avec le thème de Frédéric, parce que les territoires, ça appelle aussi à rappeler les questions d'échelle et la présence de la mission qui s'infiltre jusque dans les territoires. Mais je suis sûre que la mission est très plastique. Oui. Tu veux dire un mot, Alain ? Oui, simplement pour dire que nous faisons tous une recherche qui n'est pas une recherche académique, mais qui s'en rapproche, mais c'est une recherche dans un cadre certes contraint, institutionnel, mais également contraint par la méthodologie. Mais on a l'habitude de dire à l'inventaire que l'imagination fleurit sur la méthode, et je crois que c'est important de rappeler cette dimension, et là la mission a tout à fait son rôle dans ce cadre-là, même si aujourd'hui l'équipe, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'une petite équipe, on n'est plus à la mission, les effectifs pléthoriques, sans doute d'une époque bénie et révolue, mais il n'empêche qu'au sein de la mission, il est important qu'il y ait cette expertise, et là donc ça pose bien la question de l'expertise qui est très partagée entre la mission et les régions. Elle est très présente dans les régions, l'expertise, mais elle est aussi, il le faut, j'en suis persuadé, qu'elle soit présente au sein de l'État. Et nous avons dans l'équipe, même si on ne peut pas couvrir tout le champ patrimonial, nous avons parmi les collègues des spécialistes. Il y a Isabelle Duhaut qui est en train de travailler par exemple sur le vocabulaire du catholicisme. Il y a Jean de Voignot, qui a une expertise tout à fait reconnue sur le patrimoine scientifique et technique. Il y a Virginie Cernat qui travaille sur le patrimoine du littoral. Il y a Inès Graia pour les outils. Il y a maintenant Emmanuel Louis qui a cette spécialité sur les objets mobiliers. Moi, il faut que j'ai un regard très généraliste, on est un inventaire général, mais enfin, en tout cas, il faut que l'expertise soit la mission, et nous avons aussi ce rôle d'appui, ce rôle de relais, ce rôle d'animation qui est essentiel. Voilà, j'en dis pas plus, mais je crois que c'est important quand même de rappeler les choses. Bon rappel, merci. Donc, nous allons passer au deuxième thème de la matinée. Donc, Frédéric, c'est à toi.